Bonjour les amis, écoutez, cette vidéo, en la faisant, ça me fait prendre de grands risques. Il y avait une partie de moi qui ne voulait pas la faire. Il y avait une autre partie de moi qui me disait « tu dois faire cette vidéo ». C'est une vidéo suicidaire mais vraiment importante. Tout ça vient suite à de nombreuses réflexions que j'ai eues. Voilà, je suis un peu à l'âge de la maturité, on va dire, et je me suis posé beaucoup de questions sur ma vie, sur ce que j'ai accompli, sur qui je suis, est-ce que je suis fier de ce que j'ai fait et surtout vers où je veux aller dans l'avenir. Et je me suis à un moment posé plein de questions, mais comme on est sur une chaîne de vélo, je ne vais pas vous parler des questions personnelles, mais il y avait surtout une question que je me suis posée et c'était: est-ce que je suis un commerçant honnête? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui ne se cache pas derrière cette image écologiste qu'il y a dans le vélo d'occasion, dans la vente de vélos d'occasion? Ça fait penser écologie, c'est bien. Est-ce que vraiment je suis honnête avec ça, ou est-ce que je ne profite pas de cette image pour en quelque sorte faire tourner la machine comme font tous les autres? Est-ce que je suis meilleur qu'une multinationale? Est-ce que je suis plus honnête? Voilà. Et du coup, je suis arrivé à la conclusion que non, je ne suis pas honnête et très très loin de l'être. Et je voulais partager avec vous tout cela parce que voilà, il y a eu plusieurs réflexions que j'ai eues, plusieurs conclusions à laquelle je suis arrivé. Et il y a eu même un commentaire sur YouTube d'une personne qui m'a… voilà, c'était un vendeur, quelqu'un qui vendait des vélos voilà, en tant que particulier. Donc il faisait ça pour arrondir ses fins de mois. Et il a dit que finalement, lui, il trouve qu'il répare mieux les vélos que les professionnels qui vendent des vélos d'occasion. Et il s'adressait pas forcément à moi, hein, il s'adressait pas directement à moi, je le connais pas, il est jamais venu ici, mais il a dit ça et il disait que du coup qu'il vendait beaucoup moins cher ses vélos. Et moi je me suis dit, eh oui, c'est possible, c'est possible. Et du coup j'ai eu un peu un sentiment de honte en quelque sorte, même si je vais expliquer. Je vais tout justifier. Donc c'est pour ça que je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Donc la première dans laquelle je vous avoue ma honte, mon échec, mon côté malhonnête. Je vais vous avouer ce côté-là. Deuxièmement, je vais aussi me justifier dans cette première partie. Voilà, il faut bien que je me défende un peu. Mais si je peux me défendre, si est-ce qu'il y a une excuse vraiment. Deuxièmement, je vais vous montrer qu'on est tous des commerçants et malhonnête. Donc je vais argumenter et vous allez voir que finalement je pense que si vous êtes malhonnête, d'accord, mais si vous êtes s'il y a un minimum d'honnêteté dans cette malhonnêteté, vous allez voir que vous allez vous refléter en moi. Et même dans des gens que maintenant on critique, qu'on dit que ce sont la cause de tous les maux. Vous allez vous refléter, vous allez voir qu'on est tous pareil, qu'on est tous prisonniers de tout ça. Et pour finir, quand on sera tous en pleurs, honteux de nous-mêmes, on va essayer dans cette 3e partie de trouver une solution, parce que c'est bien d'être au fond du trou, mais il faut bien après se relever et sortir pour faire changer les choses. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, j'espère que vous n'allez pas être trop dur. Et voilà, et bien c'est parti. Voilà, donc tout ça, comme j'ai dit, ça, en quelque sorte, ça c'est venu d'une réflexion de moi, mais ce qui m'a vraiment motivé à faire cette vidéo, c'est ce commentaire sur YouTube. Donc on avait un particulier qui vend des vélos, voilà, les choses faut le dire, sans déclarer, voilà. Mais je ne suis pas là pour critiquer, loin de là, au contraire, on a tous commencé. Voilà, moi en tout cas j'ai commencé aussi comme ça, donc je ne vais pas critiquer, mais et du coup qui remarque que les professionnels ils cherchent, ils vendent des vélos d'occasion à des prix très élevés,
à son avis, hein, voilà, même d'accord, à des prix assez élevés. Et finalement, ils sont dans un état lamentable. Et voilà, donc il trouve que c'est vraiment, pour lui, les professionnels ne font que la recherche du profit maximum. Et moi, en réfléchissant, voilà, j'ai trouvé que son commentaire était pertinent. Comme j'ai dit, ce commentaire ne s'adressait pas forcément à moi, il ne me connaissait pas, mais je me suis senti identifié. Je me suis senti identifié parce que je me suis dit, finalement, oui, un particulier qui aime son travail, qui aime s'appliquer et tout, ben oui, il peut faire mieux qu'un professionnel, il peut justement vendre moins cher. Mais je vais essayer déjà d'expliquer pourquoi un professionnel ne peut pas faire ça. Donc, moi, quand je vends un vélo d'occasion, pour ne pas perdre de l'argent, pour le vendre justement, pour être rentable, il faut déjà dans un premier temps que je l'achète à un bon prix. Donc ça va déjà dépendre de la personne que j'ai en face, de la personne qui veut me vendre le vélo. Donc déjà, si il est raisonnable, je vais faire une bonne affaire et ça va me donner de la marge pour que le client derrière qui va l'acheter, il puisse l'acheter à un prix plus bas. Mais si j'ai en face une personne qui du coup elle veut vendre son vélo cher, j'ai deux options, soit je le prends, soit je le prends pas. Quand mon magasin est vide, quand j'ai pas grand chose, je peux vous dire que je le prends, même si c'est cher, parce que la demande est là. Et du coup, je préfère payer le vélo plus cher et avoir au moins quelque chose dans le magasin. Si j'ai beaucoup de vélos en stock et si je peux m'en passer, je passe suivant. Donc voilà. Mais déjà, ça va dépendre premièrement de à quel prix j'arrive à l'acheter. Donc une fois j'ai ce vélo acheté à un tel prix, il faut que les frais de remise en état de ce vélo, les frais pour que ce vélo soit révisé, soit en bon état de marche, plus les frais de fonctionnement de mon magasin, c'est-à-dire toutes les charges, toute l'électricité, tout ce que me coûte mon magasin, plus les impôts. Les impôts, parce qu'en tant que magasin, tous les ans, j'ai des impôts et à chaque vente, à chaque vélo que je vends, j'ai des impôts. Donc, en plus de tout ça, en plus de la remise en état, des charges de l'entreprise, et il y a les impôts en plus. En plus de tout ça, il faut qu'il y ait ma rémunération personnelle. Oui, il faut bien que je vive parce que si je travaille seulement pour payer les charges, autant arrêter. Donc il faut que la somme de tout ça soit inférieure au prix du vélo neuf. Et si possible, le plus inférieur possible, on va dire. Parce que s'il y a seulement un écart de 5 € entre le vélo d'occasion et le vélo neuf, vous avez vite compris que le client, il prendra le vélo neuf. Il n'y a pas photo. Même après, il y a certains peut-être qui auront une conscience écologique qui leur fera acheter le vélo d'occasion, même s'il est quasiment au même prix que le neuf. Ça existe. Mais en général, il y en a très peu. Pour faire tenir ce magasin, il faut qu'il y ait un écart assez intéressant. Donc, vous avez vu, avec tous ces facteurs, il faut que j'arrive à être moins cher que le prix du neuf. Et je peux vous dire, les amis, que ce n'est pas facile, que c'est vraiment un jeu d'équilibriste. C'est vraiment un jeu d'équilibriste. Trouver justement cet équilibre, c'est hyper compliqué. Et après on se plaint, après on critique le président d'un pays. Si moi, avec une entreprise, avec juste 4 facteurs, je panique, imaginez un président qui doit gérer un pays avec 1 million de facteurs. Non, ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile. Donc, il est vrai que des fois, même souvent, j'éprouve un sentiment d'impuissance, de désespoir, parce que, j'exagère un peu, mais c'est pas si faux que ça. Des fois, je dois, justement, pour m'en sortir, pour que justement ce vélo se vende à un prix inférieur au neuf, je dois des fois sacrifier l'un des facteurs cités. Donc, après, je ne peux pas
tout sacrifier. Mon magasin, les coûts de mon entreprise, les coûts que ça génère l'entreprise, je peux les réduire, mais à un moment, je peux pas faire mieux. À un moment, je peux pas, voilà, je gère pas les prix de l'électricité, c'est pas moi qui gère. Je peux faire en sorte et je l'ai fait, j'ai enlevé certaines lumières qui éclairent pas dans le magasin pour qu'on ne soit pas en pleine consommation. Je peux faire des efforts à ce niveau-là, mais une fois tout est fait, on peut plus agir sur ça, ou à très petite échelle. Les impôts, le prix, les impôts que je paie pour chaque vélo, mais ça aussi c'est proportionnel au prix de vente. Donc en quelque sorte, j'ai pas la main dessus. Oui et non, mais si je vends moins cher, je gagne moins. C'est vrai que je paie moins d'impôts, mais je gagne moins aussi. Donc ça c'est proportionnel. J'ai pas la main. Donc j'ai la main en quelque sorte au prix d'achat du vélo. Je peux dire au client, non mais je négocie avec le client pour qu'il me baisse le prix. Là, je peux essayer. Ça marche pas tout le temps et de moins en moins parce que les clients, du coup, on nous a fait un bouffage de crâne avec l'inflation, que tout le monde fait l'inflation maintenant. Hein. Même les gens, si avant ils vendaient à 100, maintenant ils vendent à 120. Et ils veulent pas vendre à moins. Hein. Donc, du coup, c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué d'agir sur ça. Mais voilà, si je négocie bien, si j'explique des choses, on peut arriver à baisser un peu le prix d'achat. Après, qu'est-ce que je peux baisser aussi? La réparation, les coûts de réparation. Ça peut me permettre donc je baisse la qualité du service. Donc si je baisse la qualité du service, ça me permet de gagner un peu plus. Je peux aussi décider de sacrifier mon salaire. Ça, je peux le faire. Mais voilà, donc je peux agir en quelque sorte sur 3 facteurs. Donc le prix d'achat du vélo, la qualité de la réparation et mon salaire. C'est vrai que j'ai un 4e, je peux changer le prix de vente du vélo, mais je suis limité par le prix du vélo neuf et même limité vers le bas. Hein. Donc je peux agir sur le prix, donc je peux vendre plus cher le vélo en gardant la qualité. Voilà, donc en quelque sorte, j'ai 4 facteurs où je peux agir. Donc il faut que je jongle avec ces 4 facteurs. Et ça va dépendre, vous avez compris que ça va dépendre du vélo. Si le vélo que j'achète est en très bon état, du coup, je m'évite tout ce qui est les frais de réparation. Donc, je peux agir plus librement, j'ai une marge plus grande sur les 3 autres facteurs. Si le vélo par contre est dans un état lamentable, les frais de réparation, je veux bien les limiter, mais pas trop. Pas trop. Donc, il faut jongler toujours avec tout ça. Chose qu'un particulier, mais il n'a pas. Là, pour la plupart, bien sûr, il a la qualité, le prix d'achat et le prix de vente à peu près, mais il n'a que 3 facteurs. Donc, du coup, c'est déjà beaucoup moins. Il s'évite tout ce qui est impôt, il s'évite tout ce qui est charge de local, parce que la plupart du temps, ils le font à la maison. Moi, j'appelle ça, je ne suis pas le seul, concurrence déloyale. Donc, c'est très facile de dire, moi, je peux faire mieux qu'un professionnel, mais quand tu joues pas le jeu, c'est très facile, en quelque sorte. Attention, je ne critique pas, mais voilà, c'est juste la réalité des choses. C'est juste la réalité des choses. Donc, parce que les gens aiment bien accuser les professionnels, ils aiment bien dire voilà, moi je peux faire mieux, c'est quoi ça, mais ils se regardent pas, eux-mêmes ce qu'ils font en réalité, parce que en quelque sorte, ce petit vendeur particulier, en baissant ses prix, en vendant de meilleure qualité avec des prix plus bas, il me met une pression à moi. Et oui, du coup, ça m'oblige à moi à être coincé parce que moi je dois faire pareil que lui, ou à peu près, mais en gardant en payant des impôts, en payant des frais d'entreprise et tout ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est des conditions égales? Non, ce n'est pas loyal en quelque sorte, je vais le dire. Voilà, après, je n'ai rien contre ce particulier. Peut-être il n'était même pas conscient de ça. Et beaucoup ne sont même pas conscients de ça, ou ils veulent même pas l'être, ou ils trouveront des excuses. D'accord, mais maintenant, s'ils regardent cette vidéo, qu'ils soient conscients. Après, on a discuté, ça s'est très bien fini. On a vu que finalement, on s'est regardé au miroir, on s'est dit, mais on est pareil. Chacun fait comme il peut.
Mais que personne dise ah ce sont les méchants et moi je suis le gentil. Non, toi aussi tu es le méchant parce que tu contribues justement à me rendre à moi, à me mettre de la pression et du coup à que j'agisse mal. Et si toi tu agis bien, sans payer des impôts, voilà, si on peut dire que tu agis bien sans payer les impôts et sans jouer le jeu, ben, tu m'obliges à moi à jouer mal du coup. Si je veux être rentable, je ne peux pas me permettre de passer plus de 2 heures par vélo. Et encore, je dirais même des fois 1 heure par vélo. Je ne peux pas. Si je veux être compétitif, je ne peux pas me permettre de changer les pneus à la moindre usure. Je ne peux pas me permettre. Je le fais quand c'est vraiment indispensable. Mais sinon, je ne peux pas. Je ne suis pas compétitif. Je ne peux pas me permettre de démonter et de graisser tous les boîtiers de pédalier ou tous les jeux de direction si ce n'est pas justifié, s'il n'y a pas une raison. Je ne serai pas compétitif. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que je suis fier de ça? Non, non, parce que en quelque sorte, je sacrifie de la qualité de mes vélos. Mais c'est très simple. Je suis contraint. Je suis contraint. Après, c'est très facile de dire je suis contraint. D'accord, mais si je faisais tout ça, et j'aurais aimé le faire, mais si je faisais tout ça, ben, je ferme le magasin. Ou du coup, il y a plus de je baisse mon salaire et du coup, il y a plus aucune motivation pour continuer. Autant aller être salarié, ne pas me prendre la tête. Donc, en quelque sorte, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez que Bibi Bike soit ouvert ou il ferme? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Mais je veux que vous sachiez au moins, que vous compreniez pourquoi. L'impuissance en tout cas que je peux sentir ou en tout cas voilà, après bien sûr comme je dis on peut dire oui je suis contraint, oui et non, mais je peux décider de faire tout ce que je dis, de lubrifier les jeux de direction, de graisser les boîtiers de pédalier, de tout démonter, de passer 3-4 heures par vélo. Bien sûr je peux le faire, mais c'est l'échec assuré. C'est l'échec assuré et beaucoup qui ont fait ça, ben, ils ont fermé. Comme je dis, au début on a une idée et après on se rend très vite compte que si on ne change pas cette idée, si on suit pas un peu ce rythme imposé de bénéfice maximum, ben on tient pas. Donc si je ne joue pas ce jeu, si je ne trouve pas cet équilibre, ben mon entreprise elle s'effondre. Elle s'effondre. C'est simple. À vous de choisir. Vous voulez Bibi Bike? Et vous acceptez de payer peut-être plus cher qu'un particulier et vous acceptez que voilà, que des fois que je ne peux pas faire réviser le vélo de A à Z. Vous l'acceptez. Vous le faites, vous savez, voilà, vous acceptez tout ça. Après, mais attention, hein, il y a des particuliers qui travaillent comme des cochons. Hein. Comme des cochons. Voilà. Après, chacun son truc, chacun sa méthode. Je sais qu'il y a des particuliers qui travaillent très bien. Je critique aussi, comme j'ai dit, que les professionnels veulent faire du bénéfice max, mais les particuliers, ils s'en privent pas non plus. Surtout que le particulier, il a une tranquillité d'esprit. À la fin du mois, il a son salaire. Donc s'il vend des vélos en plus, tant mieux, ça lui paye les vacances, ça lui paye, c'est un bonus, c'est du bonus. Ça lui paye les vacances, ça lui paye refaire la cuisine, ça lui paye un restaurant, c'est du bonus. Mais moi, si je ne vends pas de vélo, je ne mange pas, je ne nourris pas ma famille, je ne pars pas en vacances, je ne me fais pas un petit plaisir, je ne m'achète pas des vêtements, je ne fais rien. C'est mon salaire, mon magasin, c'est mon salaire. Mais le particulier, non, il n'a pas cette pression, donc il peut se permettre des choses que moi, je ne peux pas me permettre. Il a une tranquillité d'esprit que moi, je ne peux pas avoir. Même si, déjà, comme je dis, ça fait 7 ans que j'ai mon entreprise, je sais à peu près... Voilà, vers où ça va. J'espère que cette vidéo va pas me plomber, mais si ça le fait, au moins que ça vous fasse réagir. Au moins que ça vous fasse réagir. Après, il y a une chose que je regrette quand même. C'est la vidéo que j'ai faite. C'est justement sur cette vidéo où j'avais le commentaire de ce particulier. La vidéo que j'ai faite en critiquant Le Bon Coin. Le Bon Coin qui était devenu de plus en plus une machine à sous, qui cherchait de plus en plus de bénéfices par rapport à l'idée initiale où justement
c'était plus mettre en relation les particuliers pour de l'échange. Maintenant, non, ils veulent aussi prendre leur part du gâteau. Et j'ai critiqué Le Bon Coin et j'aurais pas dû. Je regrette parce que, premièrement, je pense que Le Bon Coin, peut-être, ils partaient d'une bonne idée de base, mais peut-être ils se sont rendus que ce n'était pas rentable. Et du coup, ils ont été soit contraints de fermer ou d'abandonner le site, soit contraints d'imposer tout ça. C'est un peu ce que moi, aussi j'ai subi. Donc en quelque sorte, j'ai critiqué ce que moi aussi je faisais. Donc j'avais tort. Une autre chose aussi où j'ai eu vraiment tort de faire cette vidéo, je ne vais pas l'effacer parce que c'est fait, ça servira de leçon aussi. Et dans cette vidéo, on aura voilà l'explication. Je ne vais pas cacher mes erreurs. Je l'ai fait, j'avoue, j'aurais appris quelque chose. Mais une autre chose où j'ai été en tort, et que je n'ai pas, sur le coup, je n'avais pas réfléchi, mais j'aurais dû, comme quoi des fois il vaut mieux se taire que dire des choses, c'est qu'en attaquant Le Bon Coin, j'ai aussi attaqué le gagne-pain de beaucoup de personnes, de beaucoup de particuliers qui font justement de la vente au black, on peut le dire comme ça, mais justement pour arrondir leur fin de mois. Je suis sûr que certains ils gagnent très bien leur vie en faisant ça, mais il y a beaucoup d'autres qui ils font ça parce que voilà, ça leur permet d'arrondir la fin du mois. Donc en attaquant Le Bon Coin, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai attaqué leur gagne-pain. C'est pour ça qu'il y a eu des réactions, c'est pour ça que beaucoup ont défendu Le Bon Coin. Ils ont eu raison et j'ai eu tort justement de faire cette vidéo et de m'attaquer déjà premièrement à quelque chose que finalement moi aussi je fais, donc bravo, félicitations, mais c'est ce qui arrive lorsqu'on critique les autres, c'est ce qui arrive, c'est facile de critiquer et après mais c'est difficile de se regarder au miroir et se dire ah mais moi aussi je fais pareil, ça c'est le plus compliqué. Et voilà, c'est pour ça que voilà, c'est la raison aussi de cette vidéo et pourquoi aussi je m'excuse si j'ai vexé des gens, je m'excuse. J'aurais pas dû faire cette vidéo là où j'attaquais Le Bon Coin, où j'ai pu dire des commentaires aussi sur plein d'autres choses, où je me suis attaqué et j'ai pu vexer certains. Donc je m'excuse. Et moi aussi, tout ça, ça m'embête. Tout ça, ça m'embête parce que j'aimerais faire mieux. Mais je me sens coincé. Et je vais l'avouer aussi, il m'est arrivé de tomber dans l'ivresse de vouloir augmenter mon salaire, de vouloir augmenter mon chiffre d'affaires, de vendre plus cher, voilà, plus de bénéfices. Et c'est normal, surtout au début, ça m'est arrivé, bien sûr. Mais avant de me juger, dites-vous, imaginez vous avez votre patron qui arrive, il vous propose une augmentation de salaire ou la possibilité que vous choisissiez votre salaire. C'est vous qui écrivez sur un papier combien vous voulez gagner et votre patron s'engage à vous payer. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez demander une toute petite augmentation ou est-ce que vous allez demander une grosse augmentation? Voilà, ce n'est pas si simple que ça. Et comme j'ai dit, à un moment, il y a eu un effet, juste comme je dis, il y a eu un engouement pour le vélo avec le Covid. C'était impressionnant. On a vécu une folie du vélo et tout ça, je l'avoue. À un moment, je suis tombé un peu dans le piège, dans me dire waouh, j'y vais à fond, c'est une opportunité. Et voilà, et je suis pas fier de ça. Mais je veux l'avouer parce que des fois, il y a cette tentation qui arrive et des fois, on succombe. Après, si je peux me justifier, je ne sais pas si je suis même, si j'ai le droit, mais si je peux me justifier, il faut savoir que un professionnel, il est abandonné à lui-même, un entrepreneur. C'est-à-dire que moi, si je me casse une jambe, j'ai pas la même couverture sociale qu'un salarié. Voilà, loin de là. Donc, il y a plein de choses. Aujourd'hui, je vends des vélos. Demain, peut-être je vends pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai des idées, voilà, mais c'est pas fiable. Ça change énormément. Justement, il y a eu après le Covid, il y a eu une folie. Et là, ça s'est recalmé. Est-ce qu'on pouvait prévoir ça? Oui et non. On ne sait pas. Je ne sais jamais ce que je vais gagner demain. Après cette vidéo, peut-être c'est la fin de mon magasin. Peut-être. Mais ce que je veux dire, il y a aussi des mois, des bons mois et toute la partie hivernale où c'est compliqué. Donc, c'est sûr que quand on peut profiter de l'occasion, on le fait. Quand j'ai un vélo que j'arrive à acheter à un prix dérisoire, je fais profiter le client, mais je me fais profiter à moi aussi. Je ne vais pas brader le vélo, ça m'arrive, mais rarement. Parce que je prévois justement ces temps faibles, quoi.
Si mon salaire ne couvre pas ce risque, ben autant que j'arrête, autant que je redevienne salarié comme j'étais quand j'étais dans l'aéronautique, je gagnais très bien ma vie, je ne me prenais pas la tête, ben autant retourner à cette étape. Il faut bien que ce que je gagne couvre ces risques. Parce que certains ne l'ont pas fait et au Covid, quand les magasins étaient fermés 1 mois, 2 mois, ben, ils ont fermé de suite. Ils n'ont pas tenu. Mais ceux qui avaient épargné, ceux qui avaient gagné peut-être un peu plus, alors qu'ils pouvaient peut-être le donner à ses clients, mais qui ont prévu un peu, mais eux ils ont tenu. Eux ils ont tenu. Et c'est normal en quelque sorte parce que quel investisseur achète une maison pour la revendre avec un bénéfice de 1 000 €? Aucun. Aucun. En tout cas, je pense pas. Sauf ceux qui se trompent, ceux qui font une mauvaise affaire. Mais aucun. Moi, si j'achète, il faut que mon investissement il soit proportionnel à ce que je vais avoir en retour. Je veux bien me prendre la tête avec tout ça, avec toutes ces questions derrière, mais en échange, il faut que ça vale le coup. Parce que sinon, si toutes ces prises de tête, c'est pour être mal, pour ne pas s'en sortir et être dans la misère, mais autant retourner au salariat. Autant à fermer le magasin. Et du coup, aucun magasin comme ça existerait. Vous auriez que des McDonald's, que des Decathlon, et voilà, et c'est fini. À un moment, il faut faire des choix. À un moment, il faut faire des choix. Et c'est sûr que si j'achète un vélo à 1 000 €, je ne vais pas le revendre à 1 050 €. Ça sert à rien, c'est ridicule. J'ai 1 000 € qui sont bloqués dans mon magasin pour seulement gagner 50. Ça ne sert à rien. C'est sûr que plus le vélo est cher, plus j'achète un vélo cher, plus ma marge doit être importante. C'est normal. C'est normal. Est-ce que je peux dire que je suis fier de ça? Non. Non, je ne peux pas être fier de ça. Parce que je sais que même si je n'ai pas le choix, même si c'est ce qui m'a permis de tenir 7 ans, je sais que moralement, ce n'est pas l'idéal. Donc, est-ce qu'un particulier peut faire mieux qu'un professionnel? Ben, s'il le veut, oui, il peut. Il peut. Est-ce que acheter un vélo chez Bibi Bike, c'est faire l'affaire du siècle? Non, pas du tout. Mais heureusement que tout le monde qui vient ici, ben, ils ne viennent pas uniquement pour faire l'affaire du siècle. Beaucoup viennent justement par cette envie de changer les choses, cette envie de donner une deuxième vie à un outil, à un produit, cette idée d'écologie qui prend le dessus. Et heureusement, les choses sont en train de changer. Heureusement. Si ce n'était pas le cas, ben, il n'y aurait que des magasins de vélos neufs et des magasins de vélos électriques. Là, on voit pousser des magasins de vélos électriques comme des champignons. Mais voilà, mais moi je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça parce que voilà, un vélo. C'est pas le but de cette vidéo. Je ferai une autre vidéo si vous voulez, mais c'est devenu du jetable. Je suis désolé, mais c'est devenu du jetable. Alors que les vélos, voilà. Donc malgré mon manque d'honnêteté sur certains trucs, ou je sais même pas si on appellerait ça manque d'honnêteté, mais voilà, là je suis en train de le dire, donc en quelque sorte, mais surtout, voilà, on va dire mes mauvaises actions, mes mauvais choix ou mes choix contraints, on va dire mes mauvais choix contraints, mais sur certains trucs, je résiste. J'aurais pu vendre, comme je dis, j'aurais pu succomber, j'aurais pu vendre des vélos aussi neufs, ou des vélos électriques, déjà quand vous faites ça, ben, vous avez un prix public conseillé, donc vous savez déjà à quel prix les vendre, c'est déjà établi, donc vous savez déjà combien vous allez gagner, vous n'avez pas toutes ces prises de conscience, les vélos sont neufs, donc il n'y a pas de réparation, il n'y a rien à faire, voilà, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, moralement et tout, et je gagnerais certainement plus, je gagnerais sûrement plus, mais ce n'est pas ça ce que je voulais. Ce n'est pas ça ce que je veux. Est-ce que c'est vraiment ça la voie vers une consommation plus modérée? Non, moi je trouve pas. En tout cas, comme je dis, il y aurait que des vélos neufs, il y aurait que des McDonald's, il y aurait que des Decathlon. Ça serait triste. Ça serait dommage. Je préfère me battre et essayer de tenir à flot ce magasin
de résister, même si ce magasin est victime du système, même si ce magasin est aussi corrompu et même si moi aussi je corromps ce magasin avec mes actions. Mais en quelque sorte, ça crée une résistance, une petite résistance, une sorte d'espoir vers quelque chose de meilleur. Et je pense qu'il faut juste trouver le moyen de le purifier, de rendre comme je dis, ce magasin plus honnête, me rendre à moi-même plus honnête. Il faut juste trouver la solution et améliorer tout ça pour justement arriver à quelque chose que quand je me regarde au miroir, je dise oui, je suis un commerçant honnête. À ce jour, ce n'est pas le cas. Mais déjà, il y a la prise de conscience et la volonté. Moi, honnêtement, j'ai créé mon magasin avant qu'il y ait eu le Covid, avant qu'il y ait eu tout cet engouement pour les vélos, mais aussi tout cet engouement pour les produits d'occasion, parce que là on n'arrête pas de faire dans les médias les éloges des produits d'occasion, des vendeurs, ceux qui ont des magasins de produits d'occasion, on les présente comme des héros. Voilà, ils sont en train de sauver la planète. Et moi quand je vois ça, ça me fait rigoler en quelque sorte, parce que on oublie souvent, on ne montre pas les coulisses. On ne montre pas les coulisses de ce marché, parce que c'est devenu vraiment du marketing, c'est vraiment devenu du commerce pur et dur. Même si, voilà, comme je dis, on se cache derrière la façade de l'occasion. Moi sur ça au moins je suis tranquille, parce que comme je dis, j'ai profité de cette vague, mais je ne suis pas apparu à ce moment. J'étais bien avant. Après, ce qui est arrivé était hors de ma portée. C'est vrai que j'étais au bon endroit au bon moment, mais j'étais avant. Et beaucoup se sont lancés, beaucoup se sont justement métamorphosés. On voit bien que beaucoup de magasins commencent à mettre des produits d'occasion. Ce n'est pas parce que c'est rentable pour eux, c'est juste une image. C'est juste une image, ne cachons pas les choses. J'avoue que j'ai souvent honte de cette situation, parce que ça me met en quelque sorte à l'avant, parce que je suis dans un sujet d'actualité et en quelque sorte ça donne une image peut-être trop parfaite de nous, alors que ce n'est pas le cas. Comme je dis, on ne présente pas le côté sombre des choses. Là je vois certains grands magasins qui se lancent, des grandes enseignes qui prennent beaucoup d'ampleur, mais dans le vélo d'occasion. Mais qu'est-ce qu'ils font en réalité? La plupart, elles basent leur chiffre d'affaires sur des vélos qui sont vendus à plus de 1000 €. Et oui, ces fameux vélos, souvent de type course, donc en très bon état en général, dont les riches propriétaires les remplacent tous les ans. Donc en quelque sorte, il n'y a rien à faire sur le vélo, ou pas grand chose. Et ces vélos, ils sont en même temps souvent revendus à des prix très élevés, même 1000 € voire plus. C'est là où il y a la marge, parce que c'est compliqué de faire de la marge sur un vélo à 200 €, c'est très compliqué. Mais ces enseignes, elles basent leur chiffre d'affaires sur ces vélos hyper chers. Du coup, ils ont plus de marge, ils peuvent les acheter à un prix plus intéressant et en même temps les revendre à des prix intéressants pour ceux qui peuvent se les permettre. Parce que quand je regarde les vélos que ces enseignes vendent, c'est difficile de tomber sur un vélo à moins de 800 €. Donc ça ne s'adresse déjà pas à tout le monde. Donc déjà, ils ont ciblé bien leur marché. Donc des vélos de course, parce qu'il y a des cyclistes, beaucoup de gens qui sont passionnés de vélos de course, mais ils les remplacent tous les ans pour être à la mode, et du coup ils savent qu'en les revendant de suite, ils ne perdent pas trop d'argent, donc ils les revendent. Les vélos sont quasiment neufs, sont très très propres. En général, ce sont des personnes aussi d'un certain âge, donc pour ne pas être méchant, des fois ils forcent pas trop. Attention, certains roulent beaucoup, font beaucoup de kilomètres, mais voilà, en général il y a très peu de choses à faire sur ces vélos là. Et pour les vendeurs, c'est une aubaine, ce genre de vélo. Pour les vendeurs, c'est une aubaine. Et du coup, ils sont présentés comme des vendeurs de vélos d'occasion. Oui, mais ils s'adressent qu'à une niche. Vous ne trouvez que des vélos de course à un certain budget. Donc les gens qui achètent ça, en quelque sorte, c'est des gens aussi d'une certaine capacité économique. Ils ne s'adressent pas aux étudiants, ils ne s'adressent pas à monsieur tout le monde qui va en ville. Donc voilà, et c'est en quelque sorte, voilà un peu l'envers du décor, ce qu'on ne vous dit pas. Moi ça me fait rigoler quand dans les émissions sur des vélos d'occasion, on va voir ce genre de magasin.
il n'y a que des vélos de course. D'accord. C'est bien si tu fais de la course, tu peux trouver des bonnes affaires. D'accord. En quelque sorte, est-ce que ce genre de marché, est-ce qu'il n'encourage pas la surconsommation de vélos neufs en amont? Par exemple, moi je sais qu'il y a ces magasins, je sais que je peux vendre directement mon vélo chez eux, ça me prendra la tête, je change tous les ans de vélo, c'est même de mon intérêt parce que comme ça je fais moins de pertes, c'est même intéressant pour moi. Est-ce que ça ne me pousse pas justement à consommer plus de vélos? Voilà, telle est la question. Après, attention, moi aussi avec je peux aussi, les vélos d'occasion, même petit prix, peuvent aussi encourager la surconsommation. Les gens achètent un vélo neuf, ça leur convient pas, au lieu de le garder, non, ils se débarrassent, c'est facile. Il y a Baby Bike qui les achète derrière, ou Le Bon Coin, mais bon, Baby Bike c'est plus rapide. Ah, je fais un petit peu de publicité aussi, il faut bien. Et du coup, voilà, c'est fini, je suis tranquille, je peux passer à autre chose. Voilà, est-ce que l'occasion, en quelque sorte, n'encourage pas la surconsommation du neuf en amont? Voilà, donc non, je ne me cacherai pas derrière cette fausse image écologiste qu'il y a dans le vélo d'occasion. Non, je le ferai pas. Ça reste du marketing et ceux qui survivent, ceux qui tiennent dans la durée, ce ne sont pas les plus gentils. Moi, mon entreprise, comme j'ai dit, elle a 7 ans et je peux vous dire que je n'ai pas résisté 7 ans en faisant de la charité. Après, et voilà pourquoi j'ai honte de ça aussi en quelque sorte. Et voilà pourquoi je préfère vous le dire. Et voilà ce qui me pousse à agir, à changer ça, même si c'est au prix de l'échec. Je sais pas qu'est-ce que ça va déclencher cette vidéo. Et il y a un côté, comme je dis, il y a un côté de moi, il ne voulait pas la faire, mais il y a un côté de moi qui devait la faire parce que ce qui va suivre va vous faire comprendre, parce qu'il faut faire réagir les gens. Et pour faire réagir les gens, autant se sacrifier soi-même, autant se montrer à nu soi-même pour que les autres se regardent au miroir et se disent « Ah, mais je suis pareil ». Donc oui, j'ai honte de ne pas offrir la qualité que j'aurais aimé offrir pour mes vélos. Oui, j'ai honte de ne pas offrir les prix que j'aurais aimé offrir à mes clients. Mais en même temps, je suis fier de proposer des vélos entre 200 et 500 euros et non pas des vélos à 1000, 2000 euros comme font certains. Je suis fier de ça. Oui, je suis fier même d'avoir des vélos à 70 et à 30 euros. Ça m'arrive pas tout le temps, il faut les trouver. Ce n'est pas rentable pour moi. Moi, pour être rentable, pour me tirer un salaire, seulement la partie salaire, je ne prends pas en compte les charges ni tout ça. Il faut qu'au moins j'ai 40 euros par vélo, 40 euros par vélo pour mon salaire. Pour mon salaire. C'est le minimum. En gros, après, on peut toujours faire mieux. Je peux toujours changer d'appartement, changer de voiture, passer complètement, abandonner la voiture. Oui, on peut toujours faire mieux. Je suis d'accord. Mais en gros, c'est 40 euros rien que pour le salaire. Donc vous aurez compris que lorsque j'ai un vélo que je vends à 30 euros, je suis en perte. Et je le fais plus par image, plus par principe qu'autre chose. Et j'ai même eu le cas où quelqu'un est venu ici et il a vu un vélo à 30 euros, il m'a dit c'est cher, c'est cher. Donc du coup, finalement, qu'est-ce qui est cher? Est-ce que ce n'est... Voilà, déjà l'idée de cher, c'est compliqué, c'est abstrait. C'est abstrait parce que on peut faire des efforts, on peut baisser les prix, mais ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez. Donc, du coup, à un moment, on peut se dire, on peut avoir envie de baisser les bras, de se dire, tant pis, je leur fais payer les vélos chers et tant pis. Et ça peut nous faire baisser le bras, ça peut nous faire perdre de l'humanité quand on a ce genre de commentaires. Et c'est là où il faut résister. C'est là où il faut tenir bon. C'est là où il faut que ce que je dois faire prenne le dessus sur ce que je veux faire. C'est ça le compliqué. Parce que quand on vous dit 30 euros c'est cher, tu as envie d'une chose, tu as envie de fermer le magasin, de partir et de devenir salarié, de ne pas te prendre la tête pour ne pas écouter ce genre de critiques. Voilà. Et après, c'est vrai que des fois quand j'ai un vélo à 250 euros, les gens me disent c'est cher.
bon, d'accord, là ça passe un peu mieux, vous voyez, mais pourquoi c'est cher? C'est surtout ça, posez-vous la question. Si pour vous, dans votre point de vue, c'est cher, posez-vous la question de pourquoi c'est cher. Et je pense que je suis en train d'expliquer tout ça. Je pense que c'est pour ça que cette vidéo aussi était importante de le faire, pour ceux qui ont envie vraiment de comprendre tout ça. Voilà, parce que beaucoup de gens rentrent au magasin, ben, ils s'en fichent de ce qui se passe derrière. Ils veulent leur vélo, ils partent et ciao. Mais voilà, comprenons les choses, expliquons les choses. Et voilà mon point de vue, voilà ma vision. Peut-être je suis en tort, peut-être j'ai des choses vraies, j'ai des choses fausses. C'est à vous de juger. Mais moi je vous explique par rapport à ma vision. Ma vision actuelle, bien sûr, parce que ça évolue des fois. Après, des fois aussi, je suis aussi fier de ne pas forcer les gens à acheter. Et si vous êtes client, vous pourrez être témoin. Hein. Je ne force très rarement les gens à acheter, sauf si vraiment ils hésitent entre deux vélos. Là, je peux les diriger plutôt vers un. Mais sinon, je le conseille souvent, et c'est vraiment complètement anti-commercial. Hein. Mais souvent, je conseille les gens, prenez une journée de réflexion. Revenez demain ou un autre jour, la nuit porte conseil, et je fais ça en sachant qu'un tiers, non, 2 tiers même, ils reviennent plus. Ils reviennent plus derrière. Mais je préfère au moins avoir la conscience tranquille sur ça, au moins me dire je n'ai pas forcé personne à acheter un vélo chez moi. Et cette vidéo, en quelque sorte, je n'aurais même pas à la faire en quelque sorte. Mais je veux la faire. Je dois la faire surtout. Je dois la faire pour ce qui va suivre après. Je pourrais aussi citer brièvement le phénomène maintenant des vélos reconditionnés. Dont la plupart, on ne va pas se mentir, la plupart ce sont des simples vélos d'occasion qui ont juste été très peu utilisés. Et beaucoup de commerçants y profitent pour mettre vélo reconditionné. C'est vraiment à la mode d'utiliser ce terme, mais la plupart du temps, ce n'est pas un vélo reconditionné. C'est juste, voilà, ces fameux vélos de course que je vous parlais, de ces gens qui les changent tous les ans. Mais c'est très facile de mettre l'étiquette vélo reconditionné parce qu'ils sont neufs. Ils sont neufs. Mais ça reste un vélo d'occasion où le commerçant a juste fait un petit check. Pour moi, un vélo reconditionné, c'est un vélo vraiment refait de A à Z. Et il y en a, à Toulouse, il y a une association, les Cyclereux, qui vous font des vélos reconditionnés. Ils refont la peinture, ils vous refont les gaines, les câbles, des fois les pneus. Donc c'est des vélos, là on peut dire que c'est vraiment reconditionné. Après, déjà c'est une association, donc elle peut se permettre de le faire. Et même en étant une association, ne vous étonnez pas si vous payez ce vélo reconditionné plus cher que le vélo neuf. Et c'est normal. Et c'est normal. Franchement, sinon ils s'en sortent pas non plus, même en étant une association. Il faut être réaliste aussi. À un moment, il faut faire un choix. Quand tu achètes un vélo reconditionné comme ça, tu sais que tu le paies plus cher, tu le vois. Mais tu te dis, voilà, c'est un petit geste que je fais. Au lieu de m'acheter un vélo neuf, je contribue à créer un peu d'emploi parce que c'est une association, à intégrer des personnes. Je contribue un peu à tout ça. C'est comme donner de l'argent à une association. Voilà, faire un don. C'est un peu la même chose. Et beaucoup de gens qui viennent chez Baby Bike, c'est un peu le même principe. C'est aussi comme un don et je les remercie. Et heureusement, ils sont là. C'est ce qui permet à des magasins comme moi de s'en sortir. Comme j'ai dit, chez Baby Bike, ça peut être intéressant d'acheter un vélo, mais ne vous attendez pas à avoir l'affaire du siècle. Ce n'est pas chez Baby Bike que vous la trouverez, l'affaire du siècle. Soyons honnêtes, ça peut arriver, mais très très rarement. J'essaie des fois des petits, voilà, marketing, mais c'est très très rare. Après, bien sûr, je me bats pour que ça reste intéressant pour vous. Sinon, ça sert à rien sinon. Mais j'avoue que des fois c'est très compliqué et des fois j'ai du mal. C'est sûr que je peux avoir 2 vélos au même prix. C'est sûr que vous faites une meilleure affaire sur l'un que sur l'autre. C'est sûr. Mais voilà, quand je perds un peu d'argent sur un, je le gagne sur l'autre. C'est sûr que si j'achète un vélo à 800 €, je ne vais pas le faire je vais pas prendre uniquement mes 40 € de marge. Vous comprenez? Mais il faut bien que cette marge en plus que je mets sur ce vélo un peu plus cher me permette de faire les vélos à 30 € aussi. Là où je perds en quelque sorte de l'argent. Donc il faut que tout se compense.
Il faut que vous compreniez ça aussi. C'est curieux comme la frontière entre ce qui est honnête et malhonnête peut être mince et même abstraite. Et c'est même curieux le combat qui se livre à nous entre ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire. C'est vraiment étonnant. Parce que moi, je veux vendre beaucoup de vélos pour m'acheter une belle maison, une belle voiture, mais il y a mon côté, il y a le côté que je veux et le côté ce que je dois. Et je me dis, non, calme-toi, c'est pas bien ça, c'est pas bien, t'emporte pas, reste calme. Et c'est compliqué, c'est un combat qu'il y a toujours, c'est un combat. Donc moi je dirais que dans ce monde, nous sommes tous des commerçants. C'est un peu ce que j'ai remarqué et peut-être vous n'avez pas l'impression, et quand j'étais dans l'aéronautique, je n'avais pas l'impression parce que j'étais plutôt dans un bureau en train de chercher des documents techniques et du coup, j'avais pas l'impression d'être un commerçant, mais je l'étais et c'est la conclusion, que c'est ce que j'ai découvert après mes réflexions, j'étais un commerçant parce qu'en quelque sorte, le but c'était de vendre des avions, le but ultime c'était de vendre des avions, donc je contribuais par mon travail au commerce, à la vente des avions. Et vous tous, je pense que tous, vous êtes des commerçants. Même voilà, celui qui travaille dans le chantier, il construit des maisons, mais le but c'est de vendre la maison, donc il contribue au commerce. C'est un commerçant, il est en train de fabriquer le produit. Donc c'est vraiment tout, c'est devenu du commerce. Même la médecine, même les médecins. On le voit de plus en plus, ça se commercialise de plus en plus, ça devient un business. Et c'est vraiment triste, Et même les enseignants, l'éducation commence à se commercialiser. Et même si ce n'est pas encore le cas pour certains, ou pas aussi visible, mais ils sont en train de former les futurs commerçants de demain. Donc tout le monde pédale pour faire tourner cette machine, pour faire tourner le système commercial. Et c'est là où je vous dis de vous regarder au miroir. C'est là, parce que même dans notre vie privée, quand on rentre à la maison après le travail, on est devenu de plus en plus des commerçants. Je me souviens, à l'époque, les gens, quand ils avaient des vieux vêtements, bon, certains ils les jetaient à la poubelle, d'accord, mais d'autres, ils les donnaient. Ils les donnaient à des associations. Et maintenant, il y a eu Vinted qui est apparu, et autres, Le Bon Coin et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? On ne donne plus, on vend. Donc, cette charité, elle est en train de disparaître de plus en plus, sous l'excuse de arrondir ses fins de mois. Mais on ne se rend pas compte qu'en faisant cela, on rend la vie encore plus difficile à ceux qui sont en difficulté. On la rend plus difficile. Et je vois que plus les générations sont jeunes et plus les gens sont accrochés à l'argent. Moi, juste en me vendant des vélos, en général, les anciennes générations, ils sont plus disposés à la discussion, à la négociation. Ils sont prêts à vendre vraiment les vélos, à baisser les prix. Pas tout le monde, c'est vrai qu'il y a certains on dirait qu'ils veulent emporter l'argent à la tombe, mais voilà, ça existe, ça existait, ça a toujours existé. Mais en général, je remarque que, et c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont aussi honnêtes, qui sont vraiment sympas, mais en quantité, en proportion, je pense que les anciennes générations étaient beaucoup plus généreuses que les nouvelles. Maintenant, tout se vend, on ne fait plus rien sans demander quelque chose en échange. Ça devient très très rare. Et je pense qu'à un moment, il faut qu'on se pose des questions. À un moment, il faut qu'on se dise « zut ». Je suis contacté de plus en plus par des agences qui me proposent de louer mes vélos à travers leur plateforme. Et tout cela, bien sûr, en prenant leur commission, leur part du gâteau. Et à la fin, qui est perdant, ça sera le client derrière qui va du coup louer le vélo plus cher que s'il le louait directement chez moi. Et donc, des fois, on a plein d'intermédiaires inutiles qui arrivent, qui veulent prendre leur part du gâteau et qui arrivent alors qu'ils n'avaient pas forcément besoin de ça. Mais je ne vais pas trop critiquer ça parce que moi-même, je suis un intermédiaire. Lorsque j'achète un vélo et que ce vélo est en parfait état et je le revends derrière sans apporter aucune valeur à ce vélo, je suis un intermédiaire inutile. Je vais juste moi aussi prendre ma part du gâteau, faire une augmentation alors que des fois les vélos, il n'y a rien à faire. Mais tout ça pour satisfaire
le client pour qu'il ne se prenne pas la tête à chercher partout. Il arrive ici, il sait qu'au moins il y a du choix et voilà, et tout ça pour que ça soit plus facile. Moi je vous dis une chose, notre paresse sera notre perdition. Tout le monde veut tout maintenant, de suite, et ça a un prix. Tout ça, ça a un prix. Et c'est d'où l'apparition de tous ces intervenants, de tous ces intermédiaires inutiles. Même moi, après, bon, quand je répare un vélo, j'ai apporté de la valeur. D'accord. Mais voilà, c'est aussi pour vous prouver. C'est pour ça que des fois, je ne peux pas me sentir fier de ce que je fais. Même peut-être je suis dur avec moi, peut-être certains vont se dire tu es trop dur, tu te poses trop de questions. D'accord, mais allons au fond du sujet, allons jusqu'au fond. C'est ça l'important. Et je pense qu'on a besoin d'aller au fond parce qu'il y a quelque chose qu'on a raté, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et c'est pour ça que le monde est ce qu'il est. Donc allons au fond du sujet, plongeons dans la misère, voilà, c'est ça, plongeons dans le caca, voilà, excusez-moi le terme, mais c'est vrai. Plongeons, regardons tous nos défauts. Et encore, je ne vais pas tout dire dans cette vidéo parce que voilà, après j'ai toujours le plan B, je peux toujours redevenir salarié, et du coup plus me prendre la tête, dire que c'est la faute à mon patron. Je pourrais faire ça, je pourrais aller en Amazonie, couper la forêt et me dire c'est la faute à l'entreprise qui me contraint, qui me paie, c'est la faute au riche occidental qui veut acheter ce bois rare. Je peux faire ça, je peux me consoler en disant que je le fais ou me justifier que je le fais pour nourrir mes enfants. Mais en faisant cela, qu'est-ce que je fais en réalité? Je me bande les yeux et je perds ma capacité d'action, ma capacité à pouvoir changer les choses. C'est vrai, là moi-même je me massacre, vous-même vous me massacrez, mais au moins, je résiste, au moins je peux changer les choses, au moins je peux faire cette vidéo sans avoir peur que mon employeur me vire. Parce qu'après, vous êtes mes employeurs, le client est mon employeur et mon patron. Si vous décidez que Bibi Bike c'est dégueulasse à vos yeux, vous arrêtez de venir ici. Vous pouvez. Mais au moins j'ai ce pouvoir, je peux le faire. Je peux le faire. Après certains pourraient se dire, pour compenser ça, tu vends plus de vélos. Tu vends plus et ça te permet de faire même à des petites marges, de gagner un peu plus. Mais il faut savoir qu'en tant qu'auto-entrepreneur qui n'est pas soumis à la TVA, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas soumis à la TVA, mais il faut faire un chiffre d'affaires qui est limité. Je crois qu'actuellement ça a augmenté, je crois qu'on est à 91 000 € de chiffre d'affaires. Donc si je dépasse ce chiffre d'affaires, je dois être soumis à la TVA, donc du coup ça implique une augmentation des prix de mes vélos. Donc si vraiment, moi ma limite c'est ces fameux 91 000 € de chiffre d'affaires. Attention, chiffre d'affaires, parce que si on ne fait pas attention, on peut faire plus de chiffre d'affaires que de bénéfices. Ça c'est un piège, c'est un piège, mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, ça serait un autre sujet. Mais je suis limité par rapport à ce chiffre d'affaires. Parce que sinon, tout mon système, tous mes calculs, tout mon équilibre se base sur ce régime qui n'est pas soumis à la TVA. Si demain, je suis soumis à la TVA, tout s'effondre. Parce que du coup, les prix des vélos augmenteraient énormément. Si je dois facturer la TVA à mes clients, ça coûterait trop cher, ça ne serait plus rentable. Je fermerai. Donc vraiment, la limite à ne pas dépasser pour moi, c'est ce chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on est toujours sur croissance, mais quand on arrive, moi je suis limité par ce chiffre d'affaires. À un moment, il faut que je m'arrête. Sinon, je dépasse le chiffre d'affaires et c'est pas bon ni pour moi, ni pour vous. Donc, mais en même temps, ce chiffre d'affaires limite, c'est un piège pour moi. Donc, je dois me battre face aux petits commerçants, le petit vendeur au black qui vend sur le bon coin, qui est salarié et qui fait ça à côté. Et je dois me battre, donc lui qui du coup il peut faire des prix très bas, parce que voilà, et par les raisons que j'ai déjà expliquées, et je dois me battre aussi face aux grands, les grandes enseignes qui de plus en plus, par image écologique, ils se mettent à vendre, à proposer des vélos d'occasion, et en sachant que ce n'est pas là où ils font leurs bénéfices.
Donc du coup, c'est juste une image. Ce qui leur fait gagner de l'argent, ce sont les vélos neufs et les accessoires. Du coup, ils peuvent vendre ces vélos d'occasion à prix coûtant s'ils le veulent. Donc je dois me battre face aux petits et face aux géants. Et au milieu, je suis là en train de compenser, d'essayer de survivre. Je dois aussi me battre face aux clients qui se plaignent que c'est toujours cher, qu'il faut baisser les prix. Donc je suis vraiment en tenaille, je suis prise en tenaille. C'est fou, hein? Mais en même temps, moi, je mets la pression aux petits vendeurs, en même temps je mets la pression aux grandes enseignes, en même temps tous on se bat les uns contre les autres. Parce que voilà, je ne vais pas non plus faire le gentil dans l'histoire, pas du tout. Tous on se bat et moi aussi je me bats contre le client en essayant d'augmenter le prix et lui en essayant de le baisser. C'est une bataille dans toute direction en quelque sorte. Et des fois je peux devenir l'allié du client, des fois je peux devenir l'allié de la grande enseigne contre le petit, des fois je peux devenir l'allié du petit contre la grande enseigne. En fait c'est un Game of Thrones en quelque sorte tout ça. Donc avec ce Game of Thrones on va dire, ben, on se pousse tous à mal agir. Oui, tous. Moi, toi, vous, nous, tous. Tous on est dans ce jeu on se pousse, on veut passer devant, on passe derrière, on passe devant, on se bat, on se pousse. C'est vraiment une bataille dans tous les sens qui vraiment contribue à faire de ce monde ce qu'il est actuellement. Voilà, une déchetterie en quelque sorte. Et tout ça parce que personne ne va dans la même direction, tout le monde se bouscule dans toutes les directions. Et c'est ça le problème. J'entends de plus en plus des théories du complot, ces familles riches qui gouverneraient le monde en cachette. On a tendance à voir le complot partout, mais est-ce que la véritable raison de cela ne serait-elle pas que justement le véritable complot, il ne serait pas dans nos cœurs? Voilà. Pour moi, la théorie du complot, elle naît de ce combat qu'il y a entre ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire. Tant que certains font ce qu'ils veulent, plutôt de ce qu'ils doivent, on aura l'impression qu'ils complotent contre nous. Et ils le font, hein, c'est pas faux. Mais on est tous des comploteurs à notre échelle, à chacun son échelle, mais on est tous des comploteurs. Donc après tout ce que j'ai dit, vous pouvez me juger, mais avant cela, je vous demande de vous regarder vraiment dans le miroir. Et si un parmi vous se sent vraiment honnête, mais écoutez, qu'il jette la première pierre, qu'il écrive le premier commentaire en me massacrant. Allez-y. Là pour moi, le changement climatique, c'est ce que pour moi est la limite du chiffre d'affaires. Vous savez, comme je vous ai dit avant, si je dépasse ce chiffre d'affaires, je dois facturer la TVA et du coup, toute mon entreprise s'écroule parce que voilà, ce n'est plus rentable. Mais le changement climatique, c'est la limite de l'humanité. Si on dépasse cette limite, tout ça, tout ce système commercial, tout ça, s'effondre d'un coup. Mais à ce jour, je ne vois pas grand monde s'inquiéter de ça. Oui, il y a de plus en plus, mais pas assez pour faire bouger les choses. On continue toujours à avancer, progrès maximum, toujours plus, croissance. Ce sont les termes que j'entends. À l'époque, quand il y a eu le Covid, on s'est dit « Ah, c'est bien, il n'y a plus d'avions dans l'air, c'est bien, c'est sympa ». Il y a peu, dans les infos, Airbus a battu un record en vente d'avions. Airbus vend de plus en plus d'avions. Donc à un moment, on a eu le Covid, ça a pu être l'occasion de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, de se dire on peut vivre sans tout ça. Mais après, on a tout oublié, tout va bien, on continue la croissance. Tout le monde veut vivre mieux, tout le monde veut voir son salaire augmenter, veut une maison plus grande, une voiture plus confortable. Tout le monde veut toujours plus. Même le riche, il veut être toujours plus riche. Mais arrêtons aussi de martyriser les riches. Mettons-nous à leur place. Est-ce qu'un riche peut se sentir riche s'il est le plus pauvre de ses amis? Je pense pas. Je pense qu'il sera complexé. Il se dira, ah zut, une personne qui est payée au SMIC en France, est-ce qu'elle se considère riche? Et pourtant, par rapport à certains, dans certains pays du tiers-monde, cette personne elle serait vue comme un roi.
elle serait vue comme un roi. Mais cette personne en France, elle n'a pas conscience de ça. Donc elle ne se considère pas riche. Donc un riche qui est entouré d'amis plus riches, peut-être il se sent pauvre à son tour. Tout est une question d'échelle. Tout est une question d'échelle. La perception de la richesse, elle est variable en fonction du milieu dans lequel on se trouve. Personne n'est capable de dire assez. Ça suffit, je suis content, je suis satisfait. Personne. Nous tous des hypocrites, nous tous des calomniateurs, nous tous des ingrats. Ayons au moins le courage de l'avouer. Ce qui nous tombe dessus, ce n'est pas la faute aux autres. Non, c'est la nôtre. C'est la nôtre. On est responsable, chacun à son échelle. Chacun à son échelle. Comme je dis tout à l'heure, j'ai dit c'est la faute aux petits si moi je dois baisser la qualité. Mais en quelque sorte, le seul responsable, c'est moi. C'est pas lui. Lui, il me pousse, d'accord, mais j'aurais pu choisir de mourir de faim, de ne pas nourrir ma famille, de disparaître. Je le fais pas. Je me bats. Donc c'est ma faute en quelque sorte. Je joue le jeu. Certains diront que c'est une question d'éducation. On a été élevé comme ça, dans un monde comme ça. Donc c'est la faute, on va dire, à nos parents à cause de l'éducation qu'ils nous ont donnée. Et écoutez, je ne pense pas que ça soit une solution parce que nos parents, ils n'étaient pas conscients de tout ça à l'époque. À l'époque, le changement climatique, tout ça, on n'était pas conscient de ça. Maintenant, oui, on l'est. Maintenant, oui. Donc la responsabilité retombe sur nous. C'est nous. Nous, oui, on est responsable parce qu'on est conscient. Et on a le pouvoir d'agir. Après, est-ce que ce blocage, est-ce que cette incapacité d'agir, est-ce qu'elle ne provient pas tout simplement de la peur, de ce sentiment de peur, la peur de la misère, la peur de l'humiliation, la peur de ne pas nourrir ses enfants, la peur même de la mort? Est-ce que tout ce qui nous empêche d'agir, est-ce que ça ne viendrait pas de ça? Parce que finalement, cette peur qu'on a, est-ce qu'elle ne serait pas inévitable? Est-ce que ça ne serait pas justement ça ce qui nous amène à la triste fin qu'on a tous? Certains peuvent se dire « j'ai peur d'être humilié », mais on va tous vieillir, on va tous à un moment se sentir impuissants, incapables, honteux de nous-mêmes. Toute la vigueur qu'on avait dans notre jeunesse, ça sera un lointain souvenir. On aura honte de nous, de ce qu'on est devenu. C'est inévitable. Et tout le monde croit qu'on va être ici éternellement, en pleine forme. Et non, la peur comme je dis, de mourir, de la misère. Mais, comme je dis, la peur de la misère, c'est ridicule parce tout le monde meurt. Et il n'y a personne plus pauvre sur terre qu'un mort. Parce que quand on est mort, même s'il a envie, la personne était riche, mais quand elle est morte, elle n'a plus rien, elle est dans la misère totale. Voilà, si on peut dire, on peut parler comme ça. Donc, est-ce que se bloquer à cause de ces peurs qui finalement sont inévitables, est-ce que c'est justement se bloquer et continuer à agir mal, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ce n'est pas justement une folie de continuer à faire ça? Parce que c'est justement ça ce qui nous mène à tout le reste. Autant quand j'ai peur de ne pas nourrir mon enfant, mais ça me justifie des mauvaises actions pour nourrir mon enfant. Mais en quelque sorte, d'accord, aujourd'hui je le nourris, mais demain je suis en train de lui créer un monde encore plus pourri, un monde de souffrance. À quoi ça sert? Autant le sacrifier de suite, ne pas lui donner à manger, au lieu de contribuer à créer ce monde où il va passer une vie de souffrance, de torture. Donc, voilà, ayons pitié de nos enfants alors. Ayons pitié de nos enfants. Et ne nous voilons pas le visage en train de dire je vais nourrir mon enfant, donc ça justifie ce que je fais, même si c'est le mal. Non, il faut qu'à un moment on dépasse nos craintes, on dépasse nos peurs. Parce que il faudra qu'un jour quelqu'un se sacrifie. Autant le faire maintenant. Voilà, autant me sacrifier moi-même dans cette vidéo. Je ne sais pas quelles conséquences ça va avoir sur mon marché, sur ma réputation, je ne sais pas. Mais autant le faire et je pense que autant que vous le fassiez vous aussi. Donc oui, honte à nous. Mais il ne faut pas baisser les bras, il y a de l'espoir. Parce que justement, nous sommes les premiers à être conscients de tout ça, du mal qu'on est en train de faire. Donc peut-être nous serons aussi les premiers à faire bouger les choses, à améliorer ces choses. Nous sommes les premiers à être conscients du déclin de notre civilisation. Donc, il est de notre responsabilité de réagir. Mais pour réagir, il faut d'abord accepter son erreur. Il faut d'abord, en quelque sorte, avoir honte de soi, honte de ce qu'on a fait. Et c'est un peu pour ça que je me suis
mis à moitié nu, on va dire, parce que sinon peut-être ça serait trop dur à avouer en tout cas. Mais c'est pour ça que je me suis mis à moitié nu dans cette vidéo pour que à votre tour vous le fassiez la même chose. Et c'est ça ce qui nous permettra, je pense sincèrement, sinon j'aurais pas pris le risque de faire cette vidéo, mais je pense que c'est ça qui va nous permettre de passer à autre chose et de nous améliorer. Donc se tromper doit faire partie du chemin de l'évolution. Donc si toutes mes erreurs de jeunesse et de pas si jeunesse que ça m'ont permis d'arriver à cette honte de moi, à cette prise de conscience, béni soient mes erreurs alors, parce qu'elles m'ont permis justement d'évoluer. Et ils m'ont donné ainsi la volonté de m'améliorer. Donc je laisserai mes erreurs au sol et j'essaierai de me relever, de sortir le mieux, de relever le mieux qui est en moi, le meilleur. Certains se sentiront coincés, auront ce sentiment d'impuissance comme on peut avoir, et certains décideront, je pars à la campagne et je vis de ce que la terre, de ce que je vais cultiver et tout ça, je fuis le système. Mais est-ce qu'en faisant cela, est-ce que ce n'est pas plutôt un acte de lâcheté? Partir, abandonner les autres? Moi je pense que oui, parce que le changement climatique, il vous rattrapera où que vous soyez. Vous pouvez être à l'autre bout du monde, il va vous rattraper. Donc la perversité des autres vous rattrapera. Même si vous allez vous cacher dans la campagne ou dans la montagne ou où vous voulez, ça va vous rattraper. Donc autant rester ici avec les autres, dans leur perversité et essayer que tout le monde sorte de là. Que tout le monde sorte de là et ne pas s'échapper tout seul dans une direction parce que ça ne sert à rien. Vous serez rattrapé. Donc il faut rester ici, il faut subir et il faut essayer que tous ensemble, on s'en sorte. On se sauve tous ou on périt tous. C'est la seule solution. Et moi honnêtement je pense que ce n'est pas en sauvant les animaux, en s'attaquant aux multinationales, en brûlant en faisant tout ce qu'on est en train de voir par certains activistes. Je pense que ce n'est pas là où il faut concentrer ses forces. Je pense que justement c'est faire ça peut paraître bien, mais c'est en fait dévier les efforts de là où ils doivent vraiment être concentrés. Ne voyons-nous pas que sauver des animaux sans éradiquer la raison de leur souffrance ne mène à rien? On critique les États qu'ils mettent des pansements pour sauver l'économie, mais en agissant, on fait pareil. On fait pareil, d'une autre façon, mais on fait pareil. Ne voyons-nous pas que couper la mauvaise herbe sans arracher la racine, ça ne sert à rien, la mauvaise herbe elle va repousser. Mais c'est la même chose. Nous attaquons les multinationales, nous disons que c'est la faute de tous les maux. Mais en réalité, ces multinationales, pourquoi elles sont devenues des multinationales? Tout simplement parce qu'elles satisfont nos besoins les plus primitifs. C'est nous qui leur donnons ce pouvoir. C'est nous. Aucune entreprise ne devient grande sans que les gens, le peuple, lui permettent de devenir grande. Et si vous êtes parmi la masse, le seul qui ne va jamais à McDo, le seul qui ne va jamais au resto, qui ne va jamais à un cinéma, qui n'a pas Netflix, le seul qui n'a pas un smartphone et qui n'utilise pas les réseaux sociaux, je pense que vous devez vous sentir très fier, très illuminé parmi les autres. Mais honnêtement, je pense que vous êtes le plus à plaindre parmi tous parce que vous serez en quelque sorte entraîné par l'erreur, par l'égoïsme des autres. Et si vous vous plaignez, vous serez comme celui qui part à la campagne, celui qui abandonne les autres et qui se lamente de son sort. Non les amis, il faut rester, il faut boire la coupe, il faut boire et crier au secours pour être entendu. Il faut boire et vomir pour être dégoûté de soi-même et pour dégoûter les autres au point de les faire vomir à leur tour. Donc après avoir vomi, qu'est-ce qu'on fait? Déjà vomir, ça soulage, mais après c'est pas assez, c'est pas suffisant, il faut trouver une solution après, il faut se relever. Et sinon il s'agira juste d'encore des paroles en l'air qui ne mènent à rien, des paroles stériles. Moi je pense que le mieux c'est de rassembler ce que je veux faire avec ce que je dois faire, les rassembler ensemble. Je ne veux plus une belle maison avec piscine, mais un monde plus juste. Je ne veux plus me regarder au miroir et avoir honte de ce que je fais,
et me sentir un commerçant malhonnête, mais au contraire, je veux être plus juste, pouvoir dire que oui, que mon magasin est honnête à 100% et que j'arrive à vivre dignement de cette façon. Oui, je veux vivre dans un monde plus sûr, où je n'ai pas peur de mon concurrent, où je n'ai pas peur de perdre mon emploi, où je n'ai pas peur de la météo qu'il fera demain. Je veux un monde d'union, de rassemblement, où nos désirs et occupations stériles disparaissent. Un monde où nous arrêtons de nous disputer pour des choses sans importance, où on arrête de s'attaquer les uns aux autres, où on arrête de chercher les défauts des autres, mais on va plutôt chercher leurs qualités, leurs ressemblances. Voilà, un monde où personne ne se sente délaissé. C'est vrai ce que je peux dire, ça peut sembler voilà, le monde des bisounours, utopique, mais certains vont se dire ce n'est pas possible. Et oui les amis, c'est possible, parce que c'est nous qui faisons le monde ce qu'il est, c'est nous qui pourrissons le monde. Donc on peut faire l'inverse, on peut. Il faut juste croire, croire en ça, croire que c'est possible et agir. Parce que si on ne le fait pas, si on nie que c'est possible, ben, on ne peut faire qu'une seule chose et c'est rester dans le train qui va tout droit au mur. C'est à vous de choisir. Soit vous restez dans le train qui se crache, qui va se cracher, soit on commence vraiment à agir pour arrêter ce train tous ensemble. Parce que c'est sûr que tout seul, on ne peut pas arrêter le train. Il faut qu'on soit plusieurs pour l'arrêter. Et si on saute, ben, on se tue parce que le train va trop vite, on se tue. Donc il faut vraiment que tous ensemble, on réunisse nos forces. Vraiment, à mon échelle, j'espère que j'agirai. J'espère que j'agirai et que ça ne restera pas dans des belles paroles en l'air. Mais je pense que déjà le fait d'avoir fait cette vidéo, je pense que déjà ça va me mettre une certaine pression parce que j'ai dit, voilà, je me suis mis, comme j'ai dit, à moitié nu. Je pense qu'il va falloir que je réagisse. Il va falloir que ça va me mettre une pression. Et je pense que j'espère que ça va vous faire avoir le même sentiment de honte et en même temps la même envie qui viendra derrière. Après, n'attendez pas que je fasse des vidéos dans lesquelles je vais vous montrer mes progrès ou les actions que je vais mettre en place. Non, ce n'est pas le but, je veux dire. Moi, quand je vois sur internet ces gens qui font des vidéos dans lesquelles ils aident les gens et tout ça, moi en quelque sorte j'éprouve une certaine tristesse parce que la motivation de ces gens qui aident, finalement, ce n'est pas une motivation, comment dire, pure. Ce n'est pas la volonté vraiment de changer les choses. Derrière, il y a une volonté de célébrité, de vénération. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut fuir. C'est vrai qu'il y a peut-être une partie de nous qui veut ça, qui attend ça, comme je dis, ce que je veux et ce que je dois. Ce que je veux, c'est peut-être qu'on me vénère, qu'on m'applaudisse, on me dise « Waouh, cette vidéo elle est trop bien, t'agis trop bien, t'es trop bien ». Non, non, au contraire, justement, je me suis plombé pour que vous n'osiez pas m'applaudir. Justement, je ne dois pas vouloir ça. Mais il y a une partie de chacun d'entre nous qui veut justement cette célébrité. Et ça, c'est le danger. Et beaucoup sur Internet, ben, ils aident les autres, on le voit, mais on sent que derrière, il y a cette volonté de vénération, de célébrité. Et tout ça, ça doit nous dégoûter. Ça doit nous dégoûter. Après, ça peut nous arriver de succomber à ça, mais ça doit nous dégoûter. Il faut qu'on soit conscient de ça, il faut qu'on évite ça, qu'on fuit ça comme la peste. Donc après, voilà, cette vidéo aussi, c'est en quelque sorte, voilà, je dis beaucoup de choses, je peux toucher les personnes et certains ils vont me détester, d'autres je pense que je vais les toucher. C'est le but aussi, c'est le but. Des fois, voilà, il ne faut pas trop se montrer, mais il ne faut pas non plus trop se cacher, il ne faut pas trop se faire vénérer, mais des fois il faut un peu montrer le chemin pour, si cela permet des fois à des gens de réagir, que ça fasse un tilt dans leur tête, mais c'est très bien, c'est le but en quelque sorte. Après, les gens qui s'affichent en train d'aider les autres, s'ils le font pour la célébrité, en devenant célèbres, ils vont motiver des gens à faire pareil, mais non pas pour aider, non pas par charité, mais à la recherche justement de cette célébrité. Et à la fin, le moteur des bonnes actions n'est pas un moteur sain. Donc on pourrait retourner très facilement, basculer dans tout le reste. Voilà, à un moment, s'il n'y a plus de rémunération derrière, les gens ils feront plus le bien. Et si un jour YouTube disparaît, toutes ces gens qui aidaient, ils arrêteront.
Alors que si ce n'est pas ça le moteur, YouTube peut disparaître, Internet peut disparaître, les gens continueront avec les bonnes actions. Voilà, c'est un peu ça ce qu'il faut chercher. Je sais, c'est pas facile, mais il faut l'essayer. C'est pas quelque chose qu'on va arriver, on va bien faire du premier coup. C'est quelque chose il faut le faire petit à petit. Petit à petit, il faut grandir. Petit à petit, au début, il ne faut pas faire des gros pas. Parce que si vous faites des gros pas trop vite, ça risque de vous décourager, de vous fatiguer. Non, petit à petit et à mesure, les choses se feront, mais tranquille, patience. Petit à petit, toujours petit à petit, c'est mieux faire un tout petit geste que faire un très gros au début et arrêter. Et c'est mieux faire un petit geste qui est continu, qui est régulier, qu'un très gros geste et après tout s'arrête après. Donc voilà, patience, persévérance, surtout persévérance, c'est le but. Et que chacun avance à son rythme. Si quelqu'un est plus généreux qu'un autre, mais tant mieux pour lui. Mais chacun à son échelle, avec sa capacité. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes capacités, on est tous différents, donc chacun à son rythme. C'est sûr qu'un riche qui donne 1000 euros et un pauvre qui donne 1000 euros, c'est pas la même échelle. C'est pas la même échelle. Le pauvre a fait un effort beaucoup plus grand pour donner 1000 euros. Donc on ne peut pas comparer, on ne peut pas se comparer aux autres. Si quelqu'un fait plus, ça ne veut pas dire qu'en réalité, pour lui, il fait plus. Non. Voilà, donc c'est très important. Et moi je pense que si tout le monde commence à avoir cette démarche, tout devrait aller mieux. Si je fais le bien pour les autres, je peux un jour prétendre que les autres fassent le bien pour moi. Si je suis solidaire envers les autres, je peux prétendre que les autres un jour soient solidaires envers moi. Certains appellent ça le karma, mais en réalité c'est un effet boule de neige. C'est comme l'inflation, elle alimente l'inflation, la déflation, elle alimente la déflation. Et les deux ne sont pas forcément ni positifs ni négatifs. Tout dépend de l'équilibre qu'il y a derrière. Comme je dis, les excès peuvent être décourageants et peuvent nous faire tomber. Justement, si je vais au-delà en charité, si je vais au-delà de mes capacités, ça peut m'écrouler. Donc autant rester avec une charité modérée, croissante peut-être ou pas, selon mes envies. Et je pense que ça sera mieux que vouloir trop faire trop vite. Et comme je dis, cette vidéo est risquée, mais je sentais vraiment le devoir, je devais la faire. Voilà. Et on verra ce qui se passe après. Mais voilà, j'ai quand même en ce moment, au moment où je tourne ça, j'ai 5000 abonnés. Je me dis que voilà, je me dois, c'est une responsabilité d'avoir 5000 abonnés, ce n'est pas rien. C'est pas beaucoup, d'accord, mais c'est déjà quelque chose. Donc du coup, j'ai cette responsabilité de transmettre ce message parce que je touche une certaine quantité de personnes. Et même si c'est suicidaire, si au moins, je sais pas, 10 personnes, j'ai certaines vidéos qui se voient 10 000 fois, si au moins 10 personnes sont réceptives à ce message et du coup, ils prennent les rênes en main et commencent vraiment à agir, je pense que déjà, ça aura valu la peine d'avoir fait cette vidéo. Même si je m'écroule derrière, si au moins 10 personnes, même au moins 2 personnes agissent, mais du coup, ça aura valu le coup. Ça aura valu le coup. Et après, comme j'ai dit, à vous de me juger, à vous de jeter la première pierre si vous sentez que vous êtes, comment dirais-je, honnête, parfait. Voilà, à vous de le faire. Si vous ne vous reconnaissez pas dans tout ce que j'ai dit, et voilà, en quelque sorte, ça serait pour moi une tristesse. Bon, ça aurait été un bonheur si le monde allait très bien, mais c'est une tristesse parce que le monde n'est pas bien. Et parce que si vous ne vous sentez pas reconnu dans cette vidéo, vous ne vous regardez pas vraiment au miroir. Et tant qu'on ne se regarde pas dans le miroir, les choses ne vont pas changer, les amis. Les choses ne changeront pas. Moi, j'aimerais aussi... voilà, ce que j'ai fait en public, on va dire, vous n'êtes pas obligé de le faire, de suivre cet exemple. Oui, si vous le sentez, allez-y. Mais j'ai pas envie non plus de créer un mouvement. Bon, il y a eu plein de mouvements, dénonce ton porc, il y a eu plein de mouvements dans ce style. Je trouve que ça c'était plutôt négatif en quelque sorte, parce que encore une fois, accuser les autres et voilà, et encore une fois montrer la pourriture du monde chez les autres. Moi là, faites-le, si vous ne sentez pas, faites-le au moins dans votre intimité. Mais regardez-vous
au miroir, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à avancer et essayer de se perfectionner. Oui, je suis un commerçant malhonnête, en tout cas je me le considère. C'est vrai que peut-être certains ne le considèrent pas, mais moi personnellement je me considère un commerçant malhonnête. Mais je ne veux pas le rester. Je veux que ça change. Je veux que ça change. Et tout seul, je sais que j'aurai du mal. Je sais que je ne pourrai pas, que si tout seul, je serai condamné, je m'autodétruirai. Donc j'ai besoin, on a tous besoin les uns des autres pour avancer. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, ça portera ses fruits, j'espère vraiment ça. Et je vous dis bon courage, beaucoup de courage. Prenez soin de vous et à bientôt, bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis. Moi je vais bientôt partir en vacances, donc ça sera aussi l'occasion de voir qu'est-ce que je peux faire. Si vous êtes commerçant et vous voulez discuter avec moi, si vous voulez qu'on trouve des solutions, ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir qu'on essaiera peut-être de trouver des solutions pour commencer à faire bouger les choses. Par contre, comptez pas sur moi pour aller voilà, pour faire des trucs, des actions, coups de poing, ou pour aller manifester, tout ça. Non, je pense que la meilleure manifestation, c'est celle qu'on se fait nous-mêmes, de nous-mêmes. La meilleure critique qu'on peut faire, c'est celle de nous. Et à partir de là, transmettre la joie, le bonheur, voilà, le meilleur de nous en quelque sorte, le meilleur qu'on peut faire avec les limitations qu'on a, mais transmettre ça. Et c'est ça ce qui fera changer les choses. C'est ça ce qui devrait changer les choses. Et sinon, écoutez, au moins essayer. On a déjà tout essayé. On a essayé la violence, ça ne marche pas. On a essayé tous les régimes politiques qui existent, ça ne marche pas. Il y a toujours cette perversité qui corrompt tout. Donc autant agir en tant que personne, agir depuis l'intérieur, depuis chacun de nous à notre petite échelle, et c'est là que tout pourrait basculer. En tout cas, c'est de la façon comme moi je le vois, et je suis ouvert à toute discussion, je suis ouvert à toute étude, à toute à tout projet sympa. Et voilà, si vous voulez discuter, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir. Bon les amis, cette fois c'est la fin et ça a été long, et si vous êtes là si vous étiez là depuis le début jusqu'à la fin, bravo les amis, bravo, c'est déjà ça, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, c'est déjà ça. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, l'image que je vous ai donnée. Est-ce que vous avez encore envie de venir dans mon magasin acheter un vélo? Est-ce que vous vous sentez identifié? Encore une fois, je ne vous dis pas de me raconter votre vie, ou de vous humilier, d'accord, mais voilà, laissez-moi, exprimez-vous, c'est fait pour ça. Allez, ciao, bon courage, bonnes vacances, ciao ciao.